J'ai quelques idées concernant l'hyperborée, mais d'abord nous devons nous tourner vers les horloges. Ceux de l'Ancien Monde savaient. Ils savaient exactement sur quel type de terre ils vivaient et c'est affiché pour que tout le monde puisse le voir juste ici, dans les horloges astronomiques. Le cadran zodiacal ici, ou ce qui est officiellement connu comme le cadran écliptique, sur l'horloge astronomique de Prague prétendument construite au XVe siècle, ne divise pas ces arcs de constellations de 30 degrés de manière égale. Il est également décentré par rapport à la carte située derrière et apparaît déformé. Ainsi, de nombreuses horloges de l'Ancien Monde présentent des cadrans écliptiques très similaires. Mais regardons d'un peu plus près cette magnifique horloge de Prague. Comme vous pouvez le voir, le cadran écliptique contient une bordure qui présente une série de lignes verticales. Ces lignes représentent une tranche de 5 jours, et chaque section zodiacale représente un mois. Les habitants de l'Ancien Monde utilisaient ce cadran pour suivre les saisons, les phases de la Lune, et pour présenter la date. Mais dans un monde de cercles parfaits, pourquoi 6 des arcs de 30 degrés sont-ils représentés dans un espace plus petit que les 6 autres? Ils contiennent tous 5 sections, alors pourquoi sont-ils différents? Comme vous pouvez le voir ici, l'horloge astronomique de Prague présente la Terre au milieu. Pourquoi le cadran écliptique doit-il être plus grand et décentré par rapport à la représentation de la Terre? Les menteurs officiels de notre monde, les contrôleurs sataniques, ont bien sûr une réponse. Et ils nous disent que c'est parce que le cadran de l'écliptique est une projection stéréographique. La projection stéréographique est une fonction de cartographie qui projette une sphère sur un plan. Toutes les cartes sont des projections stéréographiques. Nous n'avons pas de carte précise. Wikipédia nous dit que le plan de l'écliptique est projeté sur le cadran de l'horloge et qu'en raison de l'angle de rotation incliné de la Terre par rapport à son plan orbital, il est décentré et apparaît déformé. Le point de projection de la projection stéréographique est le pôle Nord. Dans leur modèle héliocentrique fabriqué, la Terre a une inclinaison axiale de 23,4 degrés. Les contrôleurs ont dû inventer l'inclinaison axiale pour justifier tout le mensonge sphérique, pour justifier les saisons, les climats très différents, et pour justifier la position fixe absolue de l'étoile polaire par rapport au vrai nord géographique. La raison pour laquelle l'étoile polaire ne semble pas bouger, disent-ils, est que celle-ci se trouve presque en ligne directe avec l'axe de rotation de la Terre, au-dessus du pôle Nord, le pôle Nord céleste. L'étoile polaire est presque immobile dans le ciel et toutes les étoiles du ciel boréal semblent tourner autour d'elle. Rappelez-vous, tout dans leur modèle se déplace à des vitesses incompréhensibles. Mais nous pouvons voir de nos propres yeux que l'étoile polaire reste fixe. S'ils n'avaient pas inventé l'inclinaison axiale, ou ce que l'on appelle l'obliquité de l'écliptique, ils n'auraient aucun moyen de justifier cela dans leur modèle féerique de planètes en orbite. L'étoile polaire ne bouge pas, elle reste fixe. Si vous êtes en Islande ou en Amérique, vous pouvez filmer une traînée d'étoiles de l'étoile polaire et elle reste fixe, mais elle n'est pas fixée directement au-dessus de nos têtes dans ces endroits. Le seul endroit où l'on peut l'observer directement au-dessus de nos têtes à un angle de 90 degrés est le véritable pôle Nord géographique. Vous savez, cet endroit où personne ne s'aventure. Et c'est pourquoi ils ont inventé l'inclinaison. Ils nous disent que le véritable pôle Nord géographique de la Terre est incliné directement vers l'étoile polaire et que comme la Terre tourne sur ses petits axes, l'étoile polaire semble rester fixe. Ils nous disent que la nature inébranlable de l'étoile est une illusion d'optique, mais leur mensonge s'effondre rapidement lorsque l'on considère que tout le système de constellations des étoiles là-haut reste constant. Nous voyons toujours les mêmes étoiles et les mêmes constellations. Si la Terre tournait sur son axe en orbite autour du Soleil, et que ce dernier traversait notre galaxie, qui se déplace également dans un univers plus vaste, la précession de l'équinoxe serait-elle vraiment si prévisible? Les constellations des cercles tropicaux de latitude apparaîtraient-elles vraiment avec une telle constance en union? Année après année, au solstice, ou cela semblerait-il un peu plus aléatoire? Ce sont des menteurs, et nous savons tous que l'eau ne ment pas. L'eau au repos n'est pas courbe ou convexe. Car voyez-vous, les contrôleurs sataniques sont passés maîtres dans l'art de la rétro-ingénierie. Le cadran écliptique du zodiaque céleste n'est pas une projection stéréographique. L'ensemble du modèle héliocentrique relève de la science de la rétro-ingénierie, et ils ont dû commencer à partir de l'étoile polaire et remonter le temps, afin de justifier sa position fixe et inamovible, et s'assurer qu'elle était compatible avec leur globe.
L'horloge astronomique de Prague a été considérablement modifiée au cours des 200 dernières années. Elle a subi des incendies, a été restaurée et modifiée. Et vous pouvez le voir ici, dans la façon dont la projection de la Terre derrière l'horloge a changé au fil du temps, passant d'une carte plate à une sphère bombée et disgracieuse. Mais regardez, quand vous alignez le cadran écliptique avec la carte de notre vaste monde, alors tout devient logique. Les constellations du zodiaque apparaissent déformées, bien qu'elles aient toutes 5 sous-sections égales, parce que notre emplacement est limité à une portion du vaste monde, et que cela régit notre perspective d'observation des étoiles. La forme de ce cadran n'a rien à voir avec une inclinaison axiale. Elle est conçue de cette façon pour refléter notre monde connu à l'intérieur de cette poche de champ magnétique. Le monde est beaucoup plus vaste, et par conséquent, le firmament et la circonférence des étoiles fixes dans l'eau au-delà sont beaucoup plus grands que la circonférence de notre propre champ magnétique. L'étoile polaire est ici, au-dessus du centre, et ceci est très important. Ils nous disent que notre pôle nord magnétique est séparé de ce qu'ils appellent le vrai nord géographique. Notre pôle nord magnétique se déplace. Comment est-ce possible? Est-ce un autre de leurs mensonges? Non, ce n'est pas le cas. C'est une demi-vérité, et ils nous disent que, sur une période d'un siècle, le pôle nord magnétique s'est déplacé de son emplacement, juste au-dessus du Canada, à celui du Groenland, et qu'il est maintenant en route pour la Sibérie. Il se déplace rapidement. Pourquoi? Le symbole du svastika et du soleil noir offre quelques indices à ce sujet. Depuis des années, les platistes considèrent que le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique sont synonymes. Mais ils ne le sont pas. Comme vous le savez, le svastika symbolise le vortex, mais le soleil noir pousse son message symbolique plus loin. Le cercle central représente le noyau de fer, le soleil noir, ou ce que le fictif Mercator appelait le rupes nigra. Mais regardez de plus près, il y a un autre anneau à l'extérieur du noyau central. Rappelez-vous que le soleil noir est le noyau énergétique à l'intérieur du vortex. Et rappelez-vous aussi que dans le modèle héliocentrique, ils reconnaissent que le noyau de la Terre est une sphère de fer solide, mais qu'il existe aussi un noyau externe de fer liquide en fusion. Et ils nous disent également que ce noyau externe liquide est responsable de la production de notre champ magnétique et de nos pôles en mouvement. C'est pourquoi le pôle se déplace, car le champ magnétique n'émane pas du noyau solide, mais d'un noyau externe volatile. C'est ce que représente le deuxième cercle ici. Et tout comme ce qui est lié à l'héliocentrisme, il suffit d'appliquer le bon sens et d'aplatir la courbe pour que les choses deviennent logiques. Il n'y a pas de noyau externe sphérique, mais une sorte de bobine électromagnétique, peut-être même faite de fer fondu, entourant le noyau central solide. Au niveau du noyau, nous avons un vortex qui s'ouvre, mais la véritable source d'énergie volatile se trouve en dessous. Le noyau central est semblable à un cadran d'horloge centrale. Il est solide et reste fixe, alors que tout le reste bouge autour de lui. Mais il est aussi la clé de voûte responsable de tout ce mouvement. Tout ce qui entoure notre monde bouge. Les étoiles au-dessus de nous, le Soleil, la Lune et le noyau électromagnétique extérieur sous nos pieds. Tandis que la Terre elle-même et le noyau central solide restent immobiles. Non seulement ce noyau extérieur se déplace et entraîne avec lui notre pôle nord magnétique, mais il est très probable qu'il se déplace en fonction de la précession de l'équinoxe, en même temps que les étoiles au-dessus de nous, qui quittent leur position fixe, ce qui signifie qu'ils se déplacent probablement de 30 degrés de la circonférence du monde tous les 2160 ans. Le pôle nord magnétique se déplace lentement, et c'est aussi naturel que le voyage concentrique du Soleil et de la Lune au-dessus de nous. Et c'est pourquoi le symbole du Soleil noir est une roue à 12 rayons. Chaque rayon représente une constellation fixe du zodiaque. Chaque rayon représente un âge individuel. Et le résultat est une situation comme celle-ci. Tous les 2160 ans, notre pôle magnétique nord fait le tour du noyau solide interne et du vortex de 30 degrés. C'est pourquoi le pôle s'est déplacé du Canada et est en route vers la Sibérie et traverse le cercle central extérieur, ou ce que l'on appelle plus justement le cercle magnétique.
Nous vivons à l'intérieur d'une horloge parfaite, à l'intérieur de l'horloge de Dieu. Le Soleil et la Lune tournent autour de notre pôle nord magnétique, qui est situé approximativement au centre de la masse terrestre de notre monde connu. Mais ce pôle nord magnétique tourne autour du vortex intérieur et accomplit une révolution complète tous les 25 920 ans, ou ce qu'on appelle une grande année. Chaque grande année est constituée de 12 âges précessionnels ou astronomiques de 2160 ans chacun. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'ère du Verseau, et c'est pourquoi notre pôle nord magnétique est en route pour la Sibérie. Lorsqu'un pôle nord magnétique contourne un cercle magnétique central, le champ magnétique torique se déplace avec lui. Le Soleil et la Lune sont liés dans leur révolution par notre pôle nord magnétique et, de ce fait, ils se déplacent uniquement dans notre champ magnétique torique. C'est pourquoi le pôle nord magnétique sera toujours le centre de notre monde connu. Comme je l'ai déjà dit, la première image de la masse terrestre présentée sur la face de la Lune s'apparente probablement à une image au rayon X et n'a pas capturé de masse d'eau. Pour cette raison, elle n'a enregistré que les zones de notre monde à haute densité, comme la Terre, de la même manière qu'une image au rayon X capturera les parties de notre corps à haute densité comme les os, mais pas le sang dans nos veines. Dans un sens, il est approprié de considérer la masse terrestre capturée ici comme un squelette, et pour cette raison, elle n'a pas capturé l'eau ou l'océan qui entoure notre Terre, et ne présente pas de différenciation entre la masse terrestre gelée et celle qui ne l'est pas. Si le voyage concentrique du Soleil au-dessus de nous est lié par le pôle magnétique nord ici et son champ magnétique torique, et que ce champ magnétique entier se déplace avec le pôle, alors il est probable que nous soyons dans une situation de changement de climat, alors que ce processus se déroule. Toutes les zones en dehors de notre champ magnétique seront inévitablement gelées et dans l'obscurité par manque de lumière solaire. Et ceci est cohérent avec ce que certaines écritures nous ont dit. Et je vis les grands fleuves, et je suis allé vers le grand fleuve, et j'atteignis une grande obscurité, et je parvins là où aucun autre être de chair ne marche. Je vis les montagnes des ténèbres de l'hiver. Le voilà, votre mur de glace, et ce n'est pas un mur fixe, constant. Il fond et regèle continuellement, avec la révolution du pôle, au cours d'une grande année, et de chaque âge astronomique. Comprenez-vous maintenant pourquoi ils sont terrifiés par la fonte des glaces de notre Terre, supposée se réchauffer, et la raison de cette blague démoniaque d'un homme qui veut obscurcir le Soleil? Ils utilisent le changement climatique naturel dû à la rotation du pôle magnétique pour justifier toute une série de mesures inutiles et de blanchiment d'argent. Ils sont terrifiés car ils sont sur le point de perdre tout contrôle de la narration. Nous devons sauver de la fonte le précieux Antarctique, le dernier endroit vierge de la planète. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de masse continentale que nous pourrions appeler Antarctique. C'est un énorme mensonge. Quand ils font référence à l'Antarctique, il n'y a que le cercle antarctique. Et une grande partie des images de ce qu'on appelle l'Antarctique auraient pu être prises à n'importe quel endroit autour de ce cercle. Comme vous pouvez également le constater, les masses terrestres de l'Amérique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie se trouvent toutes à proximité du bord extérieur de la grande carte du monde, et seraient donc à proximité des fondations du firmament lui-même. C'est très probablement la raison pour laquelle il y a une forte présence militaire dans ces régions. Le changement de climat, la forme du cercle antarctique sont aussi naturels que le jour et la nuit. C'est un macro-processus de la grande horloge dans laquelle nous vivons. Nous avons déjà discuté de la manière dont les constellations dans lesquelles se trouve le Soleil pendant l'équinoxe et le solstice se croisent sur la route du zodiaque lorsqu'elles signalent l'âge et la désignation du tropique. Nous allons à nouveau examiner de plus près l'horloge de Prague. Le cadran central de l'horloge est placé au centre de notre champ magnétique et le Soleil et la Lune se déplacent dans ce champ. Notre champ magnétique est décentré par rapport à l'ensemble du vaste monde. Il ne s'agit pas d'une croix régulière, mais d'une vraie croix, ou de ce que l'on appelle aujourd'hui une croix latine ou un crucifix. Nous vivons dans la poutre transversale de la croix. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, notre pochette de champ magnétique dans le Grand Royaume forme également un croissant de lune. Pas le type de croissant de lune associé au mercure et à l'argent alchimique, mais ce type de croissant de lune.
le même symbole que les contrôleurs se sont appropriés et ont redésigné pour représenter la noblesse. La croix et le croissant sont des expressions naturelles inhérentes au fonctionnement de la machine temporelle dans laquelle nous vivons. Ils sont des expressions naturelles de l'horloge de Dieu. Et nous nous sommes trompés. L'étoile polaire n'est pas située à 90 degrés au-dessus de notre pôle nord magnétique, dans la région que nous appelons Arctique, où se trouvent le Groenland et l'Islande. L'étoile polaire se trouve au-dessus du vortex, au centre du vaste monde. Et c'est ici que la distinction entre les directions cardinales géographiques et les directions magnétiques doit être soulignée. Lorsque nous voyageons dans notre monde connu ou sur les terres situées dans notre champ magnétique torique, nous utilisons une boussole magnétique et le pôle magnétique est au centre. C'est pourquoi, lorsque nous voyageons d'ouest en est, nous décrivons un cercle, et lorsque nous voyageons vers le nord, nous nous rapprochons du centre, et lorsque nous voyageons vers le sud, nous nous éloignons directement du centre. Cependant, il existe aussi des points cardinaux géographiques. Et que disent les Écritures à ce sujet? C'est juste là, dans la référence d'Enoch aux 4 quarts du monde. Notre champ magnétique, selon Enoch, se trouve dans le nord géographique du vaste monde. On appelle la première région l'orientale, car elle est la première. On appelle la deuxième le midi, car le Très-Haut descend là. Puis la région du couchant, dont le nom est l'imparfaite. La quatrième région, dont le nom est nord, se divise en 3 parties. La première d'entre elles est l'habitation des hommes. La deuxième est dans les mers des eaux, et dans les abîmes, et dans les forêts, et dans les fleuves, et dans les ténèbres, et dans la nuée. Et la troisième partie est dans le jardin de justice. Le vortex se trouve au centre du monde, ou ce qu'il est plus approprié d'appeler le vrai Nord. L'image radiographique de la Terre sur la carte de la Lune ne montre pas ce vortex, mais, comme nous l'avons vu, il est présent dans la deuxième image du firmament. Au sommet du firmament, nous le voyons refléter, le nombril du monde. Il se pourrait que le jardin de la justice, auquel Enoch fait référence, et qui est aussi connu sous le nom d'Hyperborée, soit situé à l'endroit même où Sturgios l'a tracé. Mais cette terre n'est pas le vrai nord ou le vortex central. Cela ne peut exister qu'au centre. Et comme indiqué précédemment, il y a une certaine distorsion curviligne présente dans l'image composite sur la face de la Lune. J'ai utilisé ma petite carte colorée à des fins strictement illustratives. Je ne suis pas un cartographe, mais j'ai essayé de lisser certaines de ces distorsions. Espérons que Sturgios s'attaque à celle-ci. Dans ma tentative rapide et dans la carte lunaire réelle, nous voyons une étendue de terre au centre, juste ici. Peut-être s'agit-il du jardin de justice qui entoure le vortex central. Et peut-être que Enoch a dit qu'il était situé dans notre quart nord, parce qu'on ne peut y accéder que depuis ce quart. Qui sait? Il est probable que les contrôleurs aient délibérément placé Hyperborée en Arctique dans les cartes frauduleuses afin de désorienter toute personne de nature curieuse et aventureuse. Si quelqu'un entreprenait de trouver le vrai nord en utilisant ces cartes, il échouerait. Et en raison de la distinction entre la direction magnétique et la direction géographique, trouver le vrai nord serait un exploit monumental, même sans la tromperie. Si quelqu'un voulait vraiment voyager jusqu'au centre de notre grand royaume, il lui serait très difficile de le faire, et il faudrait qu'il abandonne complètement la boussole. Si le sud géographique de notre champ magnétique se trouve ici, avec les terres généralement associées au sud, alors le vortex central de notre vaste monde se trouve dans notre nord géographique, mais nous ne pourrons pas l'atteindre avec la boussole pointant vers le nord. Il n'est pas situé à notre pôle nord magnétique. Si vous utilisez une boussole pour voyager vers le nord, vous finirez par voyager ici. Si le pôle sud correspond à l'ensemble du cercle antarctique, alors pour voyager vers le vrai nord, il faudrait aller vers le sud. Mais même dans ce cas, cela échouerait très probablement. Si le centre est fait de fer, alors à un moment donné, il supplanterait le pôle magnétique sud de notre champ magnétique. Si par hasard vous aviez la chance de vous diriger vers le nord véritable, la boussole ne fonctionnerait probablement pas du tout à cause du noyau de fer. Selon ce texte mystérieux, l'invention Fortunata, ici la boussole du navire perd sa propriété et aucun navire ayant du fer à bord ne peut s'en sortir. Le seul moyen d'atteindre le vrai nord est la navigation céleste via l'étoile polaire, une compétence qui a été généralement éradiquée du savoir commun. Et je parie que ces océans sont très surveillés.
Nous reviendrons sur les champs magnétiques plus tard dans notre voyage. Et nous devons vraiment nous réapproprier la définition du mot planète. Planète, une plus petite sous-section ou fraction d'un plan beaucoup plus grand. Le temps presse, chers auditeurs. Vous vous demandez pourquoi je vous ai amené dans cette sombre forêt. Pourquoi tout cela est important? Parce qu'il était une fois une réinitialisation. La ligne de temps établie est un mensonge. Nous ne pouvons pas commencer à tracer notre ligne de temps révisée, à moins que nous ne commencions à la tracer en accord avec le plus grand royaume que nous habitons. Nous devons appliquer l'horloge astronomique des âges pour nous rapprocher d'une certaine forme de clarté. Nous ne sommes pas encore sortis de la forêt. Et le sentez-vous déjà? La matrice entière commence à s'effriter. Tout ce que nous avons appris, tout ce sur quoi nous nous sommes appuyés pour façonner notre compréhension du monde dans lequel nous vivons temporairement, n'est plus fiable. Et il ne nous reste que nos propres yeux. Et tout ce que nous voyons encore et encore, c'est de l'eau à la recherche de son niveau plat. Nous voyons des restes structurels que ceux des livres d'histoire n'auraient pas pu construire. Et nous voyons un grand mal se multiplier. Nous n'avons que nos yeux et de vieilles photographies, des moments capturés dans le temps, le procédé de la photographie, l'art de la juxtaposition, de la comparaison et du contraste. Nous sommes si petits que notre monde est dans le miroir. Où sont les cartes de l'ère des poissons? Où est passée notre histoire? Et que sommes-nous devenus? Sommes-nous si différents de ceux que nous voyons au XIXe siècle? Regardons-nous, à la recherche désespérée du temps perdu. Nos bottes sont couvertes de boue. Nous avons passé des journées entières à creuser dans la déception, à creuser et à déplacer la boue. Nous creusons frénétiquement, fatigués et endoloris, mais nous n'abandonnons pas. Et que trouvons-nous? Les mêmes choses que nos ancêtres du XIXe siècle ont trouvées. Des lueurs de gloire et de beauté, des douleurs et d'émerveillement qui restent obstinément silencieuses, n'offrant aucune explication sur son existence ou sa genèse. De vieilles photographies et tant de gloire. Je ne vous ai pas encore montré à quel point ces structures sont impossibles. La seule chose que ces gens ont jamais construite est le mensonge, brique par brique. Et je dois vous montrer comment ils l'ont fait. Notre monde dans le miroir. Il était une fois une réinitialisation. Il y a eu beaucoup de grandes réinitialisations dans l'histoire de notre monde, toutes de nature très différente. Nous devons les examiner toutes. Comment réinitialiser le temps, remonter l'horloge. La mort est l'aube d'un nouvel âge. Ce n'était pas la première réinitialisation et ce n'est pas la dernière. Cela se produit à nouveau en ce moment. Des villes vides, une telle tranquillité. Il y a une guerre qui se déroule chez nous, chers auditeurs, et la plupart n'ont même pas réalisé qu'il s'agit d'un type de guerre particulier et irrégulier. Guerre silencieuse, guerre de l'information, guerre biologique. Une guerre aussi vieille que le temps lui-même, une guerre entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Et nous sommes pris au milieu, à l'aube d'un nouvel âge, une guerre pour le Verseau, le porteur d'eau. Regardez l'eau. Et pour nous qui sommes tombés amoureux de la vérité et qui avons résisté aux ténèbres, nous portons l'armure de Dieu depuis si longtemps. Combien de vos amis et de votre famille vous ont abandonné? Combien d'entre eux vous ont laissé dans la boue? Et vous êtes restés inébranlables. Mais il est temps de prendre position et de devenir plus bruyant. Il est temps de dégainer l'épée de la vérité. Les aveugles vont avoir besoin de nous, car rien ne pourra arrêter ce qui va arriver. La légende d'Ophérus, portant le Christ, portant la vérité, pour qu'elle atteigne les masses. Je vais faire de mon mieux pour continuer notre voyage. Mais comme les choses deviennent encore plus sombres, les lumières vont inévitablement s'éteindre et notre voyage pourrait se terminer ici. Mais vous en savez plus que vous ne le pensez, plus que vous n'en avez besoin. Vous avez vu assez de tromperies. Ne croyez pas une seule chose de ce qu'ils disent. Nous devons essayer et continuer à avancer. L'horloge fait tic-tac et nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons aller en Sibérie. Il y a quelque chose de gelé dans la glace, il faut l'examiner. Allez. Il est temps d'aborder la grande question. Qui étaient les citoyens du futur? Et ce n'est pas ce que vous pensez. La chronologie est fausse, et les cartes sont fausses.
Ce n'est pas la réponse. Non, car voyez-vous, ils avaient un roi à leur tête, et pas n'importe quel roi.